C'est le retour sur le plateau de Le Monde en cette seconde partie, mais on va continuer juste pour 5 minutes d'évoquer la Guinée-Bissau, ce pays qui devient donc véritablement une casse-tête pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. J'avoue que j'ai toujours un problème avec ce mot. On dit une ou bien un casse-tête? Un casse-tête. Alors maintenant, l'approche CEDEAO dans la crise bissau-guinéenne, est-ce qu'elle a été la meilleure? Oui, je crois que la CEDEAO a quand même joué son rôle lorsque il a demandé qu'on remette en selle José Mario Vaz pour qu'il continue le mandat jusqu'à l'organisation des élections qui a été fixée au 24 novembre. Sur ce plan, pour éviter un vide constitutionnel, la CEDEAO a pleinement joué son rôle. Ce que je ne comprends pas, c'est que la CEDEAO soit obligée d'envoyer des troupes sur le terrain en Guinée-Bissau avant qu'il nous fasse comprendre à José Mario Vaz que les élections doivent se tenir. Je ne sais pas pourquoi chez nous, les Africains, on doit toujours faire le gendarme avant qu'on ne respecte les lois que nous-mêmes avions signées. Parce que le président sortant, qui est encore candidat à sa succession, avait signé cette charte-là pour que les élections puissent avoir lieu au plus tard avant la fin du mois de novembre. Et on ne comprend pas pourquoi il a remis cela en cause. Donc la CEDEAO, oui, a joué son rôle, mais à demi. Puisque on n'est pas obligé de faire le gendarme, d'envoyer des troupes en Guinée-Bissau ou bien d'envoyer des généraux des différents chefs d'état-major pour que, ou bien de renforcer même la présence des troupes militaires ouest-africaines en Guinée-Bissau avant que ce problème qui est lié à des élections transparentes, puisque n'oublions pas que la CEDEAO a mis la main à la poche pour financer une partie de ces élections-là, de même que la communauté internationale qui a mis la main. Donc je ne comprends pas pourquoi on doit forcément faire le gendarme derrière l'Africain pour que l'Africain respecte les lois les lois prescrites. C'est ça qui est un peu dommage. La CEDEAO joue parfaitement son rôle, à mon avis, tout simplement parce que sans la CEDEAO, le Premier ministre n'allait pas retrouver son poste. Sans la CEDEAO, je parie que les élections n'auront pas lieu à la date prévue et on est tenté de croire qu'il pourra se passer des choses qu'on ne pourra pas gérer plus tard comme une guerre civile. C'est au fait parce que le Premier ministre, c'est un monsieur qui est très populaire et qui fait peur politiquement au président Vaz parce que il veut pas l'affronter sur le terrain politique parce que ce monsieur a un poids et donc il fait des contorsions de la loi pour pouvoir l'évincer du verdict, enfin des élections. Donc je pense que la CEDEAO est en train de jouer son rôle convenablement pour que nous puissions avoir des élections crédibles en Guinée-Bissau. Je crains fort après les élections parce que au regard des tensions même dans le pays actuellement, au regard même de la division entre les populations, les pro-Vaz, les anti-Vaz, les pro Aristide Gomez et les anti-Gomez. Moi, je crains fort qu'au lendemain même de ces élections-là, il y ait de fortes troubles. Parce que, à l'allure où vont les choses, est-ce que Vaz a supposé qu'il est battu, va accepter sa défaite? Gomez, est-ce que s'il est battu, il va accepter sa défaite? Ne vont-ils pas tous se proclamer vainqueurs à l'issue du scrutin? C'est la raison principale pour laquelle la CEDEAO a déjà renforcé les COMIB pour prévoir tous ces cas-là. C'est là où moi je parle Il y a quand même le risque est grand parce que lorsque la CEDEAO avait annoncé vouloir renforcer ses troupes sur le terrain, on a vu qu'il y a
de manière spontanée un sentiment anti-CEDEAO qui est né. C'est le président Vaz qui alimente ça. Hein, et l'ancien Premier ministre, M. Sagna, aussi qui alimente. Voilà, donc il y a un mouvement anti-CEDEAO qui est né spontanément, qui a envahi les rues où on criait sur les forces de la CEDEAO. Donc moi je crains fort que ce petit pays, ce petit État... Oui, mais quand... Alpha Condé est médiateur également dans cette crise. En parlant de solution, en parlant d'approche CEDEAO, c'est là où, c'est l'un des pans de ma question aussi. C'est-à-dire vous avez le président qui est candidat, son premier ministre qui est candidat. Donc les deux ne travaillent plus au développement du pays, mais sont devenus des adversaires sur un même terrain. Est-ce que c'était la meilleure solution? Des ennemis même, des adversaires. C'était la meilleure solution? Non, la CEDEAO n'a pas proposé de candidat. Oui, bien sûr. Chacun est libre de dire... Est-ce que vous pensez que... On pouvait, pour résoudre la situation, en disant... empêcher, en tout cas, ces deux-là, comme on l'a fait au Madagascar, en empêchant Ravalomanana et l'autre, celui qui a tué le président, ils n'ont pas été candidats il y a 5 ou 6 ans. Andy Rajoelina. Mais est-ce que vous pensez que c'est la solution? Ça ne va pas créer plus de problèmes que... Parce qu'on en a aujourd'hui, parce que les règles de jeu étaient établies au départ. Depuis 2 ans, tout le monde savait où on allait. C'est pas aujourd'hui que la CEDEAO va prendre une décision qui sera d'ailleurs impopulaire en Guinée-Bissau. Je pense qu'il faut laisser les deux aller sur le terrain des élections et que l'un batte l'autre et puis que ce pays-là reprenne quand même. Moi, je pense également quand même que les évincés ne seraient pas non plus la solution. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut que les conditions d'organisation d'une élection transparente soient établies et que le vainqueur reconnaisse, que le vaincu reconnaisse sa défaite, que le vainqueur puisse diriger ce pays. Je crois que c'est par ce seul moyen qu'on peut régler ce qui n'est pas toujours évident en Afrique. Ce n'est pas évident et que le vaincu se prépare ardemment pour 5 ans. Mais au-delà du président José Mario Vaz et d'Aristide Gomez, est-ce que c'est pas d'autres puissants qui s'affrontent? C'est un narco-État aussi où des gens dépendent de... Non, mais je ne pense pas que c'est d'autres puissances qui s'affrontent parce que... C'est d'autres puissants du pays même, n'oubliez pas que le parti du Premier ministre... Le PAIGC. Le PAIGC de Gomez. C'est le parti indépendantiste qui a tenu les rênes du pays longtemps et que c'est justement les membres de ce parti, les anciens apparatchiks de ce parti qui tiennent l'économie du pays et que forcément, eux, ils veulent qu'un des leurs viennent au pouvoir pour pouvoir prospérer dans leur business. Ce qui est normal. Et justement, le président Vaz, quand vous allez un peu sur les plateformes bissau-guinéennes, vous allez voir que Vaz, lui, dit qu'il veut mettre fin à l'hégémonie du PAIGC. Dont il était membre jusqu'à tout récemment. Dont il était membre avant de partir. Il les connaît tous. Donc, il a gagné en tant que candidat du PAIGC. Il veut aujourd'hui faire croire qu'il y a une hégémonie du PAIGC sur non seulement politiquement parlant, mais aussi sur le plan économique, ce qui retarde, selon lui, le développement du pays, que certains milieux qui ne sont pas PAIGC sont des milieux défavorisés. Donc, c'est un problème quand même qui est crucial quand on sait quand même que le PAIGC est populaire et que ce sont des apparatchiks de ce système-là qui ont entre leurs mains toute l'économie. Nous passons maintenant au premier sujet, Togo. Nous allons évoquer donc cette présence, cette visite de Jack Ma, le milliardaire chinois qui était donc ce jeudi 14 novembre à Lomé. Il s'est entretenu avec une vingtaine de jeunes Togolais, jeunes entrepreneurs qui ont été triés sur le volet. Il a partagé avec eux son histoire personnelle et l'histoire d'Ali Baba avec lequel il fait partie désormais des hommes les plus riches de la planète. Jack Ma a également répondu aux questions de ces jeunes entrepreneurs impatients de connaître le succès comme lui et il a évoqué donc le développement de l'Afrique qui passe pour lui par 4 E. Nous allons en parler tout de suite, mais on va regarder dans cette illustration visuelle et sonore ce reportage sur la présence, en tout cas la conférence que Jack Ma a animée avec les 21 jeunes entrepreneurs. La rencontre de Jack Ma avec le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, est aussi symbolique que son entretien avec ces quelques jeunes entrepreneurs venus de plusieurs pays d'Afrique et du Togo. Une occasion en or pour eux de vivre ce partage d'expérience du célèbre fondateur d'Alibaba, le réputé site internet chinois de commerce électronique créé en 1999. When I start my business, we don't have money.
Quand j'ai lancé mon entreprise, je n'avais pas de moyens. Nous n'avions aucun parent sur qui compter, rien. Et je n'avais aucune notion de commerce, que ce soit aucune relation dans le gouvernement qui puisse me faciliter les affaires. Cet entretien organisé par le gouvernement togolais veut avant tout inciter les jeunes Togolais à marcher dans les pas du célèbre entrepreneur chinois. Et je pense que c'est sa vie, c'est son expérience, sa vie qui nous inspire, plus que le message, vous voyez. Je pense que de dire à tous les jeunes, à tous ceux qui nous écoutent, écoutez, voilà quelqu'un qui, à partir de rien, devient qui il est aujourd'hui, eh bien ça veut dire que vous aussi, lorsque vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous pouvez aller aussi loin que votre destin l'aura écrit pour vous. Le Togo est le premier pays francophone d'Afrique à avoir organisé un entretien entre les jeunes et le milliardaire homme d'affaires Jack Ma. Les échanges ont duré plus d'1 heure et retransmis en direct sur la télévision nationale togolaise. Bien voilà, Jack Ma qui s'est entretenu avec 21 jeunes entrepreneurs. Anani Sossou, le format même, vous ne l'avez pas apprécié? Non, mais il faut dire une chose. Jack Ma, c'est un modèle que beaucoup de gens veulent rencontrer parce que son histoire est assez extraordinaire. Oui. Voilà quelqu'un qui a toujours été recalé. Au niveau de l'université, il a été recalé. Il a voulu faire la police, il a été recalé. Oui. Il s'est inscrit à Harvard, il a été recalé. Et surtout, il a voulu travailler à McDo, à Chicken Fish, là, oui, à Chicken plutôt. Et sur les 30 candidats, il y avait 9 qui ont été pris sauf lui. Sur les 5 candidats à la police, 4 ont été pris sauf lui. Voilà quelqu'un qui est parti de rien. Et comme il le dit lui-même, qui ne s'y connaît même pas en commerce, qui n'avait même pas un seul rond, mais qui est parti pour devenir l'un des plus puissants de la planète, l'un des milliardaires les plus réputés de la planète. Donc c'est quelqu'un que beaucoup de jeunes veulent rencontrer pour nouer des relations. Et quand vous voyez la délégation qui est arrivée, la TVT même a fait un reportage là-dessus pour dire qu'il est arrivé avec une forte délégation en provenant du Nigeria. Et au Nigeria, on a fait rencontrer, pas 21 personnes, mais on a fait rencontrer Jack Ma à toute une multitude de jeunes qui l'ont interrogé. Quand vous voyez les vidéos de Jack Ma sur YouTube, vous allez voir que le philanthrope a toujours l'habitude d'une foule dans les amphithéâtres où seul il s'exprime, il répond aux questions des jeunes, mais je n'ai pas compris pourquoi cette occasion-là qui est offerte aux jeunes Togolais, aux jeunes entrepreneurs, cette occasion, on puisse confiner le gars au palais de Lomé, l'ancien palais des gouverneurs, qu'on puisse le confiner là, pour qu'on puisse nous dire qu'on a choisi seulement 21 personnes. Or, Jack Ma est venu avec plus de 25 personnes. Et il est venu avec non seulement des collaborateurs, mais avec des hommes d'affaires. Ça aurait été dans d'autres capitales africaines, comme Abidjan, avec ce que les Ivoiriens ont derrière leur tête, les ambitions qu'ils ont, on aurait pu mettre le gars au palais de la culture d'Abidjan, devant une foule où il se met à l'aise. Au Togo, on aurait pu par exemple demander à Jack Ma de se retrouver dans un amphithéâtre à Lomé, devant des étudiants, devant des entrepreneurs, devant des jeunes qui ont des startups, ou bien le faire simplement visiter une startup, ou bien des startups, pour qu'ils puissent voir ce que les gens font en matière dit entrepreneuriat, comme il a dit. On va revenir sur les 4 heures tout à l'heure. Donc je ne comprends pas pourquoi. Déjà, on ne sait pas comment on a sélectionné les gens, les 21 personnes. On a déjà dit qu'on a créé un hashtag sur Twitter, Meet President Faure, alors que Faure a simplement accompagné le milliardaire au palais de Lomé, il est reparti. Alors que c'est Jack Ma qu'on doit rencontrer, on dit Meet President Faure, on crée un site dans ce sens-là, on demande aux gens de s'inscrire. Or, on n'a pas dit aux gens qu'on veut simplement 21 personnes, on n'a rien dit sur le format. Les conditions d'élection, on n'a rien dit. Et la plupart de ceux qui se sont inscrits, y compris ceux qui sont dans les télécommunications, ceux qui sont dans le e-entrepreneuriat, ils sont venus à moi dans mon inbox, quand j'ai écrit des articles sur le sujet, ils sont venus dans mon inbox pour me demander mais comment est-ce qu'ils peuvent savoir s'ils sont retenus ou pas. Moi, j'ai eu la curiosité, moi je ne me suis pas inscrit, mais j'ai eu la curiosité, par exemple, de téléphoner au ministère des Postes et de l'économie numérique
pour voir comment est-ce qu'on aura des résultats. Personne au niveau du ministère n'était capable de nous dire à la veille de l'événement qui sont les retenus, qui ne sont pas les retenus. Et le comble, quand j'ai suivi un reportage de la même TVT, le Sénégalais qui était venu a dit clairement qu'il a été invité à venir à Lomé pour rencontrer Jack Ma et parler de ses expériences. Vous voyez déjà cela, que des gens ont été invités. Donc, ça veut dire que le format même est déjà une arnaque. Oui. Allez, disons-le clairement, employons les mots. Le format, c'est déjà une arnaque où Madame Sina Lawson savait déjà ceux qui devraient participer, ceux qui ne devraient pas participer à ce truc. Je vous dis qu'il y a un éminent patron des technologies à Lomé ici, qui s'est inscrit, le patron de IPNet, qui s'est inscrit pour pouvoir partager avec Jack Ma ses expériences, étant donné que c'est lui qui a la plus grande école d'informatique de toute la sous-région ouest-africaine. Quelqu'un comme ça devrait rencontrer le gars pour discuter des problèmes liés à la problématique justement de l'Internet ou bien des nouvelles technologies. Il devrait le rencontrer. Mais ce gars, il s'est inscrit, il n'a jamais eu de réponse jusqu'à présent. Et comme tout le monde, il a vu à la télé les 21 personnes choisies. Donc, déjà au niveau du format, je ne comprends pas. Pourquoi ces 21 personnes, alors qu'il y a des milliers de Togolais qui veulent le faire? Je sais pertinemment que tous les jeunes ne peuvent pas le rencontrer, mais que l'auditoire soit beaucoup plus large que les 21 personnes. Et que Mme Sina n'avait pas vocation à privatiser la visite de Eric Johnson, quand on regarde dans le format de cette rencontre, par rapport à ce qui était annoncé, Jack Ma vient rencontrer la jeunesse. Et qu'on lui présente 21 personnes. Lui-même, il avait une délégation plus importante que ceux avec qui il a parlé. Je doute que Jack Ma reparte avec une image positive du Togo. Mais comment tu le sais? Tu dis je doute. Tu doutes? Moi, je pense que... Et il est au Ghana depuis hier. Oui, je pense que c'est vrai que parfois, quand vous recevez une personnalité de cette taille-là, il y a toute une bousculade autour. On a demandé aux gens de s'inscrire. Je ne fais pas l'avocat du diable, mais je dis, j'aurais préféré, tout comme Anani, qu'on remonte ce format-là d'une autre manière, en permettant aux gens, par exemple, au cours d'une émission en direct, même si ces 10 personnes qui ont été sélectionnées, qui sont en face de Jack Ma, qu'ils sachent qu'il est devant la population togolaise. Oui, mais déjà, cette restriction-là du public, c'est pas la première fois qu'il vient en Afrique, c'est pas la première fois qu'il fait des conférences. Pourquoi cette particularité togolaise? Ah, mais le pourquoi, nous, on ne peut pas le savoir. Le pourquoi, nous, on ne peut pas le savoir. On a vu ses vidéos sur YouTube quand il est passé au Kenya ou je ne sais pas dans combien de pays africains. C'est un énorme public qu'il s'est exprimé. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça. Mais pourquoi ça a été fait? Pourquoi ça a été fait de cette manière? Moi, personnellement, je ne saurais le dire. Mais ce que j'aurais voulu, personnellement, c'est ce que je vous disais, c'est de faire en sorte que le truc soit en direct et que les gens aient la possibilité de poser des questions et qui répondent en direct. Comme ça se fait. Il y a des visioconférences et tout ça qui se passe. Il y a quand même une chose, Eric, entre nous-mêmes, la personne, discuter avec ses collaborateurs et se faire, par exemple, une idée de ce qu'on veut faire ou bien nouer. Regardez, par exemple, le jeune qui fait les meubles. Et Jack Ma lui a dit, c'est intéressant, on va voir avec nos collaborateurs si on ne peut pas avoir un lien d'affaires. Mais donc, ça veut dire que s'il n'était pas invité ou bien retenu, il n'aurait pas eu cette opportunité-là. Et c'est de la même manière que beaucoup de jeunes pouvaient profiter. Puisque Jack Ma s'est déplacé et le gars a une fondation. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Sauf que le temps aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça a été annoncé.
plusieurs semaines, deux semaines il a été... avant qu'il Non, n'arrive. je parle du passage de Jack Ma. Mais Jack Ma avait tout le temps. Il n'avait pas tout le temps au Togo. Mais Jack Ma avait tout le temps. Il est arrivé dans l'après-midi, il est reparti la nuit. C'est juste une question d'organisation. Oui, justement. Si on avait amené, par disons. exemple, au Palais des Congrès, Même ne si serait-ce que ça, devant 3000 personnes du Oui. Palais des Congrès, c'est Tout le monde ne peut pas en suffisant. ce moment l'interroger, Non, tout mais simplement. non, on ne dit pas ça, mais ses 20, collaborateurs 30, sont 40 là. personnes du public qui peuvent poser des questions Oui. pendant 2-3 heures. Oui. C'est déjà largement suffisant. oui. Et puis il a des collaborateurs avec lui. On peut déjà choisir, retenir les noms de ceux qui veulent poser des questions intéressantes. de toutes les et façons, maintenant, les autres personnes voient les on y est. collaborateurs, échangent des carnets d'adresses. On y est C'est déjà passé. Je pense qu'il faut que Mais il est important de le souligner. Peut-être prochainement, c'est Bill Gates qui va arriver. On va le mettre dans un retiennent bouquet quand quelque même part. la leçon pour dire que ce truc-là a été organisé de façon pas tout à fait orthodoxe par rapport à ce que l'on aurait voulu avoir. Nous-mêmes, journalistes, je ne sais pas combien ont été... Il n'y a pas il n'y avait pas eu d'accréditation. Je peux te le dire, puisque j'ai été curieux. J'ai fouillé dans cette affaire, Samuel. J'ai fouillé beaucoup dans cette affaire. Et tous mes écrits se sont confirmés là-dessus. Il n'y avait pas, à moins de 24 heures de l'événement, on ne sait même pas quels journalistes viendront. On ne sait même pas qui sera invité, qui seront invités. On ne sait même pas, à 24 heures, parce qu'avant c'était prévu pour le 2 février, la conférence du 2 février. C'est à moins de 24 heures que Mme Sina Lawson a changé l'endroit pour que ce soit le palais de Lomé, l'ancien palais des gouverneurs. Vous voyez déjà l'improvisation qui entoure cela. Pour quelqu'un comme Jack Ma, qui est une référence en matière d'e-commerce. Or, aujourd'hui, on demande à cette jeunesse-là qu'on est en train d'améliorer le climat des affaires, qu'on peut créer des entreprises en moins de 24 heures de manière digitale. De manière digitale. Et qu'on demande que les gens fassent du business sur les réseaux sociaux. Et dans le même temps, le roi de ce business qui vient, et qu'on écarte tout un pan de cette jeunesse-là qui ne nourrit qu'une seule envie, se prendre en charge. Étant donné que l'État, comme moi j'ai l'habitude de le dire, il n'existe pas d'État-providence qui va fournir du travail à tous les jeunes. Mais des occasions pareilles peuvent permettre à des gens de saisir l'opportunité d'un business avec le gars, de développer ce business-là et de créer de l'emploi dans notre pays. Je ne comprends pas pourquoi c'est elle seule qui est à la fois l'organisatrice et à la fois le chairman de la modératrice. Tu as déjà vu ça? Donc n'existe pas dans ce pays quelqu'un qui est capable d'être un bilingue, un parfait bilingue, de parler français, de parler anglais, organisatrice et en même temps modératrice. Vous avez déjà vu ça quelque part? Faut pas qu'on focalise le débat sur la personne de... Non, il faut le dire. Parce que c'est tout l'État, c'est tout l'appareil de l'État qui doit être... Oui, parce qu'on ne peut pas faillir, disons. Parce que je me suis adressé même à des services de la présidente de la République. Quand je dis que j'ai fouillé dans cette affaire, c'est que j'ai été à fond. Je me suis adressé à des services de la présidente de la République pour savoir Anani, ça doit se tenir. Je pense que... ça doit se tenir, qui sont les invités, est-ce qu'il y a des accréditations presse, comment faire pour avoir ces accréditations? Et je peux te garantir que le 13 novembre, à 15h, même la présidente de la République n'avait pas encore la liste de réponse à ces questions. Or, ce qui est encore gravissime, c'est que l'image du chef de l'État est associée à cette image, à l'événement. Or, la présidente ne sait même pas comment les choses vont se dérouler. Dans quel pays vous avez déjà vu ça? Anani, je pense que c'est déjà fait. Maintenant, c'est de chercher à capitaliser ce passage de Jack Ma dans notre pays. Un échec tout simplement parce que les jeunes n'ont pas eu quand même l'opportunité, tous les jeunes, comme vous le disiez, n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer. Regarde la liste des officiels qui étaient présents. Les ministres, les officiels, tous ceux qui étaient présents. On n'en avait pas besoin. Étaient déjà plus nombreux que les 21 personnes qui sont invitées. Oui, maintenant je dis, Anani, maintenant, focalisons-nous sur ce que nous pouvons tirer des propos de Jack Ma. D'accord. Et moi, il a parlé du développement de l'Afrique. Il a dit pour lui, il voit le développement de l'Afrique en 4 E. Le premier, c'est le entrepreneuriat. Entrepreneur. Oui, ensuite, e-gouvernement. Infrastructure. Et puis, éducation. Voilà. Moi, je vais revenir sur ces 4 thèmes. Quand il parle de e-entrepreneuriat, aujourd'hui,
le futur de l'économie mondiale, c'est le numérique, c'est la digitalisation. Tout maintenant passe par cela. Oui. Donc, quand il parle de e-entrepreneuriat, ça veut dire qu'aucune société aujourd'hui ne peut plus fonctionner sans le numérique. Le numérique, ouais. Aucune. Et il a même donné l'exemple de la Chine il y a 25 ans, où n'existe même pas des connexions Internet fiables, où n'existe même pas des smartphones. Mais aujourd'hui, la Chine est championne dans ce domaine. Donc, il faudra créer les conditions pour que nos entreprises, justement, puissent répondre à ce premier E qui est le e-entrepreneuriat. Donc, tout doit se faire de manière digitale. Gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement doit sortir un peu de la paperasse. Oui. Oui. Et il a bien dit, le gouvernement doit sortir de la paperasse pour avoir accès, comme ça se fait partout maintenant au niveau de l'Occident, que j'aime bien donner ces exemples-là, parce que quand vous voulez, par exemple, faire une déclaration fiscale, je crois que c'est en train d'arriver ici, tout se fait de manière digitale. Vous voulez prendre un rendez-vous à l'hôpital, tout se fait de manière digitale. Mais ici, vous imaginez, par exemple, une pièce aussi simple qu'un casier judiciaire, il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Donc, on ne peut pas comprendre cela. Même au niveau de la justice, pour faire une simple demande, même regardez, pour faire même sa carte d'identité, pour renouveler sa carte d'identité, c'est également un parcours de combattant. Attention, ce qu'on dit aujourd'hui, pour rendre l'administration beaucoup plus compétitive, pour répondre aux besoins des populations, il faudra que le gouvernement, les États africains passent de la paperasserie à la digitalisation pour que ça soit beaucoup plus efficace et plus rapide. Et infrastructure. Quand il parle de l'infrastructure, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la connexion Internet. Oui, il a dit il faudra qu'en Afrique, chaque pays, chaque individu ait accès à Internet. Voilà. Donc c'est l'accès. Regardez au Togo par exemple. Mais c'est l'un des pays. Pendant que la zone ouest africaine, c'est l'un des pays dans lesquels la connexion coûte excessivement cher. Excessivement cher? Excessivement cher. Comparons au Bénin, comparons au Ghana. Je pense que c'est plus cher au Bénin maintenant. Non, comparons au Sénégal. Attention, Anani, parce que il y a une étude qui vient de se faire en Afrique de l'Ouest. C'est pas le Togo qui a de toute façon, le Togo a cher. l'une des connexions. Il faut relativiser quand même. Le Togo a l'une des connexions les plus chères de notre sous-région. De toutes les façons, pour le citoyen lambda, c'est déjà cher. Oui, ça c'est l'une des connexions les plus défaillantes aussi, également. Il suffit par exemple de se déplacer un peu en dehors de Lomé, d'arriver dans un petit village. Vous pouvez avoir la carte SIM 4G, ça rame, ça ne fonctionne pas. Ouais, parce qu'il faut des installations là-bas aussi. Ça ne fonctionne pas. C'est de ça il parle, pour qu'on atteigne un développement aujourd'hui, l'infrastructure requiert donc la connexion, le haut débit, comme on a dit, et j'espère qu'avec la holding Agou, j'espère avec Togocom qui a été vendu à la holding Agou, qu'on va vraiment investir, puisqu'on parle de 160 milliards d'investissements sur 5 ans, n'est-ce pas, ou sur 7 ans plutôt, n'est-ce pas? Donc, on espère que la holding Agou va essayer de résoudre la question de l'infrastructure. Et la dernière question, c'est l'éducation. Oui. Pour avoir accès à l'Internet, pour avoir accès aux infrastructures, pour avoir accès à l'e-gouvernement, à l'e-entrepreneuriat, il faut que les gens soient éduqués. Donc l'école est importante. D'accord. Je pense qu'on avait dit dans ce pays un ordinateur, un étudiant d'ordinateur. Mais où en est-on de ce projet-là? Ce projet-là vit toujours parce qu'il y a eu une polémique, disons, il y a 3 semaines de cela. Et les gens s'attaquaient au président de l'université de Lomé sans savoir que c'est un projet qui est géré par le ministère de l'éducation directement. Ce projet est toujours là. Oui. De toutes les façons, je pense que tout ce que Jacques m'a dit est très important pour nous aujourd'hui, pour notre développement en Afrique. C'est vrai, la digitalisation. Toujours est-il que ça nécessite beaucoup de moyens. Est-ce que nos États, aujourd'hui, ont les moyens de financer la digitalisation de
de notre développement. Est-ce qu'il y a déjà une volonté politique pour cela? Il y a une volonté politique du moment où il y a déjà le programme e-gouvernement qui ne prend pas tout simplement à cause des réticences dans certaines administrations. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place une équipe qui doit travailler avec toute l'administration, tous les pans de l'administration togolaise pour que les gens aillent à la digitalisation des services. C'est très important de le souligner et de dire que ceux qui sont encore dans le système où tout doit passer par eux, s'ils n'ont pas, ils ne prennent pas de décision, ça ne passe pas. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour eux-mêmes de travailler avec la digitalisation. Ça diminue le temps de travail, ça diminue le coût et même le personnel. Ça fait que aujourd'hui, quand on crie en Europe qui a une surpopulation dans les administrations, c'est justement à cause de ça. Et en même temps, il faut derrière une politique de récupération de tout ce personnel-là qu'on va dégager quand on va véritablement rentrer dans la digitalisation. Non, moi je ne pense pas qu'il y a une surpopulation. Mais le problème qui se pose, c'est que ce personnel-là va être formé, c'est la formation. C'est parce qu'on n'a pas formé assez de personnel à s'ouvrir. Surtout, quand vous voyez dans les administrations, par exemple en Europe, puisque j'y travaille avec beaucoup de structures, quand vous voyez dans les administrations, c'est les aînés, ceux qui sont proches de la pension, qui sont encore réticents, qui ont pris certaines habitudes dans la manière de travailler, qui sont toujours encore réticents vis-à-vis de la digitalisation. Mais le grand problème, c'est qu'on a commencé, par exemple, au niveau de la Belgique, il y a un plan qui met en formation toutes ces personnes-là, parce que quand vous leur demandez ce que c'est qu'un clavier, la plupart de ces gens qui ont 60 ans déjà, ils ne le savent pas. Taper à l'époque. Ils ne le savent pas. Quand vous leur dites il faut aller sur telle application pour faire ceci ou cela, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, justement. Donc, il faut un plan de formation. Ça peut se transposer aussi dans le cas du Togo, où des gens n'ont pas d'ordinateur, n'ont jamais touché d'ordinateur chez eux, mais qui travaillent dans les administrations. Donc, c'est à ceux-là qu'il faut essayer de penser à un système de remise à niveau. Moi, j'appelle ça de remise à niveau. Ça, c'est tout à fait évident. De remise à niveau pour que les gens qui ont l'habitude de signer des papiers puissent maintenant se dire que non, au lieu d'aller au papier, non, faites votre demande par ceci, par là, et puis vous aurez votre réponse. Puisqu'il faut des gens pour voir si les dossiers sont complets. Bien sûr. Il faut des gens pour les viser, et il faut des gens pour répondre aux mails ou bien pour envoyer les courriers. Eric Johnson, on va quitter ce sujet. Donc ça veut dire que, quoi qu'il en soit, la digitalisation va beaucoup plus créer d'emplois que ce qu'on fait. Et dans le cas du Togo, ce qui se passe également... Créer beaucoup plus d'emplois, bien sûr. Ça veut dans dire le cas du Togo, qu'est-ce qui se passe? Pour Nous parlons de l'administration. Je termine sur ce plan. Ceux qui sont réticents à ne pas passer à la digitalisation, ce sont des gens qui sont habitués au pot de vin. Parce que eux, ils se disent que le dossier doit arriver sur mon bureau, on doit venir me voir, et pour que je puisse signer... Je pense que nous parlons de la même chose. Il faudra d'abord... Pierre, sur le dossier. Un chat. Donc, ceux qui sont réticents, ceux qui ont toujours l'habitude des pots de vin, ceux qui sont corruptibles... La pierre, sinon le vent va emporter le dossier. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ceux-là qui sont réticents. Alors qu'en ligne, il n'y a pas de vent qui souffle. Voilà, en ligne, il n'y a pas de vent. Soit le dossier est complet, et vous avez ce que vous voulez, soit le dossier n'est pas complet, et on vous demande de compléter le dossier, de refaire le dossier. Et ce sont ceux-là qui voient déjà que leur magot va diminuer. D'accord, on va évoquer... on reste toujours au Togo, on va évoquer le second sujet. 2020, c'est l'année de la présidentielle. On va encore parler politique? Oui, bien sûr, comme toujours. On en avait parlé. L'archevêque... Moi, je vois qu'aujourd'hui, c'est sans politique togolaise. L'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Podro, bien depuis quelques semaines déjà réunis autour de lui un groupe
d'opposants et qu'il veut en tout cas organiser pour pouvoir battre l'actuel président Faure Sozimna Gnassingbé dans les urnes. Eric Johnson, vous pensez que Monseigneur Kpodjoro peut aller jusqu'où? Je vais peut-être vous décevoir, nulle part. Monseigneur Kpodjoro n'ira nulle part. Tout simplement parce que il y a toujours ce reliquat de la conférence nationale souveraine. Hein. Je ne sais pas. Monseigneur de Souza a peut-être réussi au Bénin de par son approche. Oui. Il ne montrait pas tout de suite une position radicale vis-à-vis d'un camp. Il essayait de concilier les gens pour pouvoir trouver toujours, à chaque question qui était évoquée à la conférence béninoise, chaque question qui était posée, un consensus pour que l'on puisse trouver quand même, pour permettre au pays de souffler un peu. Par contre, chez nous, ce qui s'est passé avec Monseigneur Kpodjoro, il était franchement radical sur des questions et il soutenait toujours l'opposition au détriment du parti au pouvoir. Mais 30 ans plus tard, cela nous rattrape. On est toujours, enfin, ce que disent les milieux politiques, c'est on est toujours au point de départ. C'est-à-dire que l'opposition et la majorité au pouvoir n'arrivent pas à s'entendre sur le minimum. Les sorties de Monseigneur Kpodjoro, au début, personnellement, je les prenais au sérieux. Je me disais que si, après 2017, le pays n'a pas basculé et qu'un prélat, au titre de Monseigneur Kpodjoro, arrive à faire de ces sorties, c'est pour nous permettre de résoudre la crise. Mais malheureusement, ces propos ont été franchement déviés vers quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer aujourd'hui. Où est-ce qu'il ira avec tout ça? Aujourd'hui, il dit je veux rencontrer le président Faure. Si Monseigneur Kpodjoro veut rencontrer le président Faure, c'est pas sur la voie publique, il va le dire, parce qu'il est une personnalité, que ce soit religieuse ou politique dans ce pays. Il peut rencontrer le président Faure, lui dire ce qu'il pense de la situation que nous vivons, que nous traversons. S'il ne veut pas que le président Faure soit candidat, qu'il le lui dise et qu'il argumente. Ils vont trouver quand même un point d'entente. Mais aller sur les antennes, dire que voilà ce que moi, Monseigneur Kpodjoro et mon équipe nous disons parce que l'opposition a cette position, je pense qu'il est en train de dérailler, excusez-moi, complètement. Mais on peut toujours commencer un truc comme ça, mais je dis, Monseigneur Kpodjoro doit quand même, vu également son âge, il a 89 ans, avoir la sagesse de rassembler les Togolais autour de quelque chose au lieu de permettre cette division-là. Aujourd'hui, beaucoup, même à l'opposition, les gens ne comprennent plus. Les gens se disent, mais attention, il veut un candidat unique pour l'opposition, mais en même temps, il a pris des gens avec lui et les autres. Comment tu peux concilier tous ces gens-là en les divisant en même temps? Voilà, je dis très sincèrement, il va nulle part avec ça. Oui, mais je me demande un truc. Est-ce qu'il fallait attendre, Monseigneur Kpodjoro, pour que l'opposition puisse dégager un candidat unique? Est-ce qu'il fallait attendre que le vieux prélat puisse se décarcasser autant pour que les acteurs politiques qui souhaitent une alternance politique dans ce pays puissent s'accorder sur le minimum pour trouver un candidat unique? Moi, je crois aujourd'hui que c'est parce qu'il y a une absence totale de volonté politique qu'au niveau des acteurs de l'opposition,
que Monseigneur Kwadjuro se retrouve pris dans un piège et il ne sait même pas comment s'en sortir lui-même déjà. Et déjà, c'est lui-même qui s'est donné cette mission, personne ne lui a demandé ça. Ouais. Pourquoi, si les acteurs se retrouvaient entre eux, dégageaient un compromis nécessaire, édictaient des règles simples pour la désignation d'un candidat unique dans une unicité, pour une unicité d'action, se retrouvaient autour d'un programme, Est-ce que c'est réellement leur objectif? Leur objectif dans le milieu politique de l'opposition, est-ce que leur objectif c'est d'avoir un candidat unique? Moi je dis ceci parce que Eric, je dis ceci parce que le débat fait rage sur la candidature unique depuis déjà 2017. Ah oui, depuis des années. Depuis 2017, non, moi je parle de tout récemment. À chaque élection, il y a toujours cette récurrence dans la candidature unique. Mais depuis 2017, avec la crise d'août, c'est une question qui est récurrente. Mais donc, si c'est des gens, ils se sont retrouvés autour dans la C14, la coalition des 14 partis. Si c'est des gens qui, effectivement, voulaient avoir un candidat unique, ça se saurait depuis. Et on a vu tout dernièrement qu'il y a une pléthore de candidatures qui s'est dégagée, ou même avant que les candidats ne se dégagent, ou dans les partis comme à l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre. Quelqu'un, M. Dra, a déjà dit que le candidat naturel de l'ANC, c'est Jean-Pierre Fabre. Ou bien avant lui, Mme Isabelle Améganvi a toujours clamé haut et fort qu'elle est contre cette idée de candidature unique. Donc ça veut dire que les gens ne veulent pas une candidature unique. Et moi, je ne comprends pas pourquoi le vieux prélat, étant donné qu'il y a déjà des positions diamétralement opposées sur la candidature unique, je ne comprends pas pourquoi parce que ta question était de savoir est-ce que les gens ont besoin de lui. Non, mais c'est pas une question. Non, c'est pas une question que je me pose. Non, c'est pas une question. Quand je dis est-ce qu'on a besoin de lui, c'est pas une question. C'est une affirmation. Oui, qu'on n'a pas besoin effectivement de lui pour avoir un candidat unique. Donc quand les gens ont déjà des positions qui sont tranchées, qu'on connaît, je ne vois pas pourquoi l'archevêque émérite de Lomé se prend encore la peine de vouloir forcément unir des gens qui ne vont jamais s'entendre sur la candidature unique. Déjà, lorsque il a soutenu, pour les élections locales, il a soutenu la C14 au détriment de l'ANC, il a déjà commencé à diviser cette opposition-là. Quand il a commencé à recevoir les gens, les partis politiques, etc. Et ce qu'il fait encore actuellement, vous voyez que l'ANC boycotte toutes les rencontres et que ces rencontres-là se limitent à certains partis politiques, à certains indépendants, comme Dr Aubinton, comme M. Gamessou Pierre Bouda, les candidats, les outsiders, comme on peut les appeler. Oui. Donc, il rassemble ces gens-là autour de lui, alors qu'il sait forcément que le problème ne se situe pas là. On a le cas du PNP qui appelle au boycott, même des élections présidentielles. Or, on sait que le PNP aujourd'hui a son électorat. Bon, on ne peut pas dire électorat, parce qu'ils n'ont pas encore participé. Mais ils ont leurs militants quand même qui sont très actifs. On a vu lors des manifestations que le gros des troupes était composé des troupes du PNP. Donc, déjà que le PNP est contre, l'ANC qui dit que non, nous, quoi qu'il en soit, nous aurons notre candidat. Mais est-ce que l'opposition parlementaire aujourd'hui ne fait pas partie de l'opposition ou pas? Diritaba, il fait partie de l'opposition comme il le dit tous les jours. L'UFC fait partie de l'opposition. Mais pourquoi il n'appelle pas tous ceux qui se réclament de l'opposition, pourquoi il ne les rassemble pas et qu'il fait les choses de manière sectaire? Je crois aujourd'hui que Monseigneur Kwadjuro doit essayer de se raviser sur ce problème-là, parce que plus personne ne comprend pas exactement d'où il veut en venir. Et je crois que je serais un peu d'accord avec Eric Johnson lorsqu'il disait que Monseigneur Kwadjuro a été l'un des artisans de l'échec de notre conférence nationale. Pourquoi? Parce qu'il a été manipulé par tous les bords politiques. Il a été manipulé par ceux qui sont revenus de France. Il a été manipulé par ceux qui ont mené la lutte de 90 sur le terrain. Et il a été manipulé par tous les milieux. Résultat des courses, il s'est retrouvé pris dans un engrenage. Et maintenant, comme il se sent peut-être au soir de sa vie, il est en train de mener une bataille pour essayer d'achever ce qu'il a, pas réussi lors de la conférence nationale. Quand on regarde ce que fait Monseigneur Kwadjuro, on peut se demander qui lui a confié ce rôle.
C'est lui-même, il a un compte à régler. Il a dit que c'est un rôle qui est venu de Dieu. De Dieu. Il n'est pas le seul qui parle à Dieu au Togo quand même. Ah mais comment? Non, il y a beaucoup de prélats, de prenants. C'est ce que je dis. Moi j'ai un baliga, je peux citer les monseigneurs qui parlent à Dieu. Vous avez vu déjà au début de ces manifestations, le collège épiscopal, c'est tout de suite un peu mis en retrait par rapport à ce qu'il faisait. Tout simplement parce que quand on est dirigeant ou pasteur d'un peuple de Dieu, il ne faudrait pas prendre certains pour des bons, d'autres pour des brutes et d'autres pour des méchants. Il ne faut pas faire ça. Un prélat n'a pas cette vocation. Maintenant, si tu as une vocation de Dieu, attention, il y a beaucoup de pasteurs qui, eux aussi, disaient depuis des années qu'ils ont eu des révélations, qui pensent que quand l'opposition va s'unir avec un candidat unique, le parti au pouvoir va perdre les élections. Mais pourtant, on est toujours là. Maintenant, Poduro, je dis, c'est vrai, il faut qu'il se ravise très sincèrement par rapport à ce qu'il fait. Et là où il m'a encore étonné la dernière fois, c'est de parler de la sécurité de ses membres et de sa personne. S'il lui arrive quelque chose, il faut demander au chef de l'État. Bon, qui va demander au fait des comptes? Non, mais en tout cas, il faut quand même du respect. Il faut quand même qu'on ait du respect pour le prélat. Il faut qu'on ait du respect pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. Il faut qu'on ait du respect pour la personnalité qu'il a, la personnalité morale qu'il représente pour le Togo. Il faut qu'on ait du respect pour ça. Mais je crois quand même que au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression, comme en 91, lors de la conférence nationale, le prélat est encore manipulé. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Quand j'ai lu ces déclarations, ou bien quand j'ai entendu ces déclarations... C'était à Bordaromé, il avait tenu des propos... Quand j'ai écouté ces déclarations sur sa sécurité, que quand quelque chose lui arrive, qu'on demande des comptes au chef de l'État, Faure Gnassingbé, j'ai un peu souri. Parce qu'à 89 ans, qui peut en vouloir encore aujourd'hui? À sa vie. À sa vie. Parce que Monseigneur Poduro a été décisif dans plusieurs... a pris des décisions plus... je ne sais pas. Mais n'oublie pas, plus tranché, où il était président du Haut Conseil de la République. Il a pris des décisions sur la dissolution du RPT. Il faut te rappeler qu'après cela, il a reçu des coups. Si vous permettez, on va rendre l'antenne parce que le temps est parti. On va il a demandé à voir qu'on puisse mettre les avoirs du RPT sous scellé. Merci beaucoup, Eric Johnson, et merci à Ananis Soso de passer animer cette émission. Elle était très intéressante. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve le samedi prochain sur ce même plateau.